Bonjour à tous, et ben voilà, ça y est, nous sommes arrivés au premier jeu concours. Donc comme vous le savez, depuis décembre, j'avais dit que j'allais lancer des jeux concours pour permettre aux personnes de s'offrir du mobilier ou des objets de qualité pour un prix modique. Et en contrepartie, il suffit juste d'acheter des plans à 2 €. Je suis resté sur ce prix de 2 €. Donc aujourd'hui, c'est cette table-ci. J'ai déjà expliqué la semaine dernière le but et les tenants et les aboutissants de ce type de concours. Je vous invite à aller voir la vidéo pour comprendre un peu plus le concept du concours. Aujourd'hui, c'est vraiment la présentation de la table, la vidéo de fabrication et le lancement de ce fameux jeu concours. Alors, le jeu, il est lancé pour 15 jours, donc du 14, donc aujourd'hui, au 28 mai, 28 mai, je sais pas trop, Floki, il faudra qu'il regarde, 28 mai à minuit. D'accord? Le but est d'avoir 1500 participants sur ce projet. Donc si du 14 au 28 on a atteint les 1500 participants, le jeu est validé, tirage au sort le 30 au soir, à mon avis vers 20 h, je posterai une vidéo avec l'algorithme, enfin plutôt avec le système de tirage au sort du site internet que Gentleman a fait pour ce jeu concours. Et si ce quota n'est pas atteint, alors la date limite, il n'y en a aucune, ça sera juste le chiffre butoir de 1500 participants. Donc une fois qu'on sera arrivé à 1500 participants, là d'office, tirage au sort et la personne récupérera la table, ou plutôt on lui livrera la table. Donc le jeu, il faut savoir qu'il est ouvert à l'Europe. De nouveau, allez voir la vidéo de la semaine dernière, j'explique tout ça. Alors, quels sont les critères pour participer au jeu concours et les conditions? La première, c'est être abonné à la chaîne. La seconde, c'est évidemment d'acheter les plans. Le lien du site internet où vous pouvez acheter le plan est en dessous, c'est très facile. Vous cliquez, vous arrivez directement sur « Je participe ». Vous allez devoir répondre à une question. C'est ce qui justement permet de ne pas considérer ceci comme une vente, une tombola ou autre. Donc ça, c'est important. YouTube n'a absolument rien à voir dans ce projet, c'est quelque chose qui est totalement propre à mon initiative et qui est fait pour avoir justement une communauté collaborative justement autour de la menuiserie et vous offrir des projets intéressants. La troisième condition, donc je disais, c'est de répondre à la question et si vous le souhaitez, pour que cette vidéo soit vue par un plus grand nombre et qu'il y ait un maximum de participants et qui puissent justement bénéficier de cette table pour 2 € ou éventuellement acheter les plans pour se faire plaisir et fabriquer cette table. Vous écrivez dans les commentaires « Je participe » tout simplement, vous mettez un petit pouce bleu si vous trouvez que c'est chouette l'initiative, comme ça au moins ça sera vu d'un plus grand nombre. Le fait de mettre « Je participe » ou pas ne va pas rentrer en ligne de compte du tirage au sort puisque je ne vais pas prendre vos commentaires dans la vidéo pour faire un tirage au sort. C'est vraiment un site dédié, une page dédiée pour tirer un numéro au sort. Voilà, j'espère que vous avez toutes les informations en main. Donc le plus simple, c'est le lien dans la description, cliquez, allez acheter les petits plans, regardez la vidéo et puis je vous souhaite un bon film et bonne chance. À bientôt. Donc nous voilà arrivés au stade du débitage du plateau qui va composer le plateau de table. Alors pour couper le plateau en deux, tout simplement venir insérer des petites lattes en dessous du plateau, d'accord, avec une latte de part et d'autre du trait de coupe à 10 cm. Donc moi je laisse 10 cm à droite, 10 cm à gauche. Pourquoi? Quand je vais couper le plateau, les tensions vont se libérer et le plateau pourrait basculer vers le bas. Donc en mettant 2 tasseaux en dessous de part et d'autre de mon trait de lame, je suis sûr d'être stable et quand je coupe, mon plateau reste en place. Donc ça, c'est la première étape que je réalise. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a sélectionné le plateau, pourquoi est-ce qu'on a fait des traits de cordex, où est-ce qu'on a fait les traits de cordex et de quoi le plateau est composé. Allez, c'est parti. Je vous ai vu.
Ouais, Louis. Tu les as vus aussi, hein? Ah, tu les as vus aussi. Ça, c'est pour With Your Hand. Les EPI, hein. C'est important. Alors. C'est bon. Ben voilà, vous avez vu exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc en gros, les tasseaux c'est super, mais Louis va vous montrer, le plateau est trop en porte-à-faux d'un côté de l'établi et donc il a basculé. Donc voilà, comme quoi vous voyez, moi ça me fait marrer, d'autres auraient peut-être masqué ou voilà. Donc n'hésitez pas à me flaguer dans les commentaires, j'adore. Donc ici, important, bien penser évidemment à avoir une pose du plateau correcte et équilibrée de part et d'autre pour éviter justement que le plateau bascule. Donc ici il n'y a pas de mal, ça bascule par terre, mais ça pourrait être plus grave. Voilà, allez, on va continuer. Voilà. Ok. Alors, donc maintenant, on va vous montrer comment est-ce qu'on a sélectionné les plateaux. Donc, quand vous allez en Syrie, vous avez la possibilité d'acheter des plateaux comme ceci ou d'acheter une boule complète. Ça dépend un petit peu de la Syrie que vous avez. Ou il y a des négociants aussi en bois qui font ce genre de vente. Il faut voir un petit peu. Alors, ici, on est en plein cœur du plateau. C'est-à-dire que vous imaginez votre boule, plateau extérieur, d'os, plateau. Donc plus vous allez descendre et plus vous allez vous approcher du cœur. D'accord ? Aujourd'hui, quasiment aucune scierie ne fait du débit sur quartier. Donc il faut juste comprendre ça. Allez voir sur internet, il y a plein de PDF qui sont bien faits. J'imagine que sur l'ère du bois, il y a plein d'informations, une mine d'informations là-dessus. Aujourd'hui, la manière dont les billes sont coupées, on ne sait quasiment pas avoir du vrai quartier. D'accord ? Donc ça, faut le savoir. Ici, pourquoi est-ce que je sais que je suis dans le quartier ? On a le cœur du bois qui est ici, d'accord ? Et on voit bien la bosse. Donc le cœur, on essaie toujours de le faire tomber. Donc du coup, j'ai fait un trait de cordex à droite du cœur et à gauche du cœur, d'accord ? J'essaie d'être au plus proche possible. Pourquoi ? Parce que de toute façon, je vais devoir dégauchir mon bois, mettre un champ d'équerre et puis après mettre à mesure définitive. Donc, au départ de mon débit, je peux me laisser du gras, même si je suis légèrement dans le cœur, ça ne me pose pas de problème puisque je vais le refendre après. Ce serait dommage de supprimer trop de cœur, ou en tout cas, voilà, ici j'ai juste une fissure, donc je me suis mis vraiment à l'arête de la fissure, et pareil de l'autre côté, à l'arête de la fissure. Comme ça, j'ai un petit peu de matière aussi pour reprendre au dégauchissage ou quand je refendrai à la scie circulaire. Donc ici, la table, on va essayer de la faire uniquement avec des outils électroportatifs pour que justement vous puissiez reproduire les choses chez vous. Il y a juste la dégauchisseuse évidemment qu'on va utiliser pour mettre le bois net, brut. Commencer à faire des gabarits de défonçage, etc. Honnêtement, voilà, j'ai pas le temps. Et deux, c'est pas très très top. Dans ce cas-là, vaut mieux alors acheter du bois déjà dégauchi chez votre revendeur ou chez votre négociant en bois. D'accord ? Donc ici, je reviens à ce que j'expliquais. On a le cœur du bois. Ensuite, à droite et à gauche, on a du quartier. Alors, le chêne, voilà pourquoi est-ce que j'ai donné un petit coup de rabot. Le chêne, vous avez vraiment la maille qui est marquée. D'accord ? La maille, ça vous fait démontrer que vous êtes vraiment dans le cœur du bois, en tout cas dans le quartier même. Donc quand vous avez des flammes dans le chêne, généralement, c'est que vous êtes dans les plateaux supérieurs ou inférieurs, donc qui représentent le dos dans la boule de chêne. Ok ? Autre indication, vous avez donc ici les cernes annuelles qui sont quasiment verticales. D'accord ? Et vous avez les rayons médulaires qui, eux, sont quasiment perpendiculaires à vos cernes annuelles.
Ça, c'est une preuve que vous êtes vraiment dans le cœur du bois et donc vous êtes dans le plein quartier. Donc ce n'est pas du faux quartier ou là, vous êtes vraiment dans le quartier, donc pur du bois. Okay, donc nous, on a sélectionné ces planches-là pour faire la table, pour le plateau de table, pour qu'on ait un plateau stable. Deuxième chose qu'on voit aussi beaucoup dans les commentaires, c'est « Ah oui, vous avez laissé l'aubier, etc. etc. » Alors il faut juste savoir une chose, c'est que pourquoi est-ce que tout le monde a cette crainte de l'aubier ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent des tables avec de l'écorce à gauche et à droite du plateau, mais ne veulent pas de l'aubier. Alors il faut qu'on m'explique comment est-ce qu'ils vont garder l'écorce et pas l'aubier. L'aubier, en fait, il n'y a rien de mauvais. L'aubier est juste une partie un petit peu plus tendre du bois qui permet aux insectes xylophages d'attaquer le bois plus facilement. Mais si les nuances ne vous déplaisent pas, évidemment, si les nuances vous déplaisent, on fait partir l'aubier totalement. Mais il y a des gens qui aiment avoir ce type de nuances. Si l'aubier est sain et qu'il n'y a pas de verre de bois, que vous n'avez aucune piqûre de bois sur la face supérieure et inférieure, il n'y a aucune raison de l'évacuer totalement. Sauf, comme je vous dis, si les gens ne veulent pas de nuances, bon, moi je ne fais pas des projets pour moi, je fais des projets pour mes clients. Si mes clients me demandent des nuances, je n'ai aucun souci à leur laisser de l'aubier. Si maintenant ils ne veulent pas de nuances, évidemment, on supprime le moindre millimètre d'aubier. Voilà, ça c'était la petite parenthèse par rapport à la sélection du bois. Comment sélectionner son bois et pourquoi est-ce qu'on fait partir telle ou telle partie. Donc sachez que vous n'êtes pas toujours obligé de faire tomber l'aubier dans votre bois. Okay ? Donc maintenant, je vais débiter le plateau, donc faire tomber le cœur, gauche-droite, et puis après, on va passer au dégauchissage. Voilà. Ça va, Louis ? Olivier, sors de ce corps. J'ai oublié de préciser évidemment pour ce type de coupe, donc ici on est en plein délignage, il faut une lame de débit. Donc vraiment, je ne sais pas combien de dents exactement j'ai, donc c'est le moins de dents possible, on va dire, pour évacuer le copeau, pour déligner un plateau comme ceci. Si vous travaillez un plateau comme ça avec beaucoup plus de dents, autant vous dire que non seulement vous n'allez pas avancer, mais en plus vous allez cramer votre lame et votre bois. Voilà. Allez, c'est parti pour l'autre plateau. La deuxième méthode, on peut couper évidemment les plateaux avec la panneauteuse ou avec la scie à format. Comme vous avez vu, on a refait aussi un trait de cordex le long de l'aubier. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi je me laisse 5 mm dans l'aubier, comme ça je refends une première bande. Alors pour maintenir votre planche, vous pouvez mettre une griffe au bout du rail de votre scie à format. Moi ici le plateau est quand même relativement stable, donc je ne vais pas l'utiliser, mais pour être plus en sécurité, c'est toujours mieux de mettre la griffe. Alors une fois que vous avez fait votre premier trait, donc toujours là il faut mirer comme moi je dis, ou ligner. Je regarde ici pour aligner mon trait de scie à ma lame, et alors moi je connais le débordement entre le chariot de ma scie à format et le niveau 0 de mon plateau. Donc je viens le régler ici et je fais une première coupe. Ensuite, je viens utiliser mon guide perpendiculaire, parallèle, pour pouvoir faire ma première bande et éliminer le cœur exactement comme je l'ai fait avec la scie circulaire. Comme ça, vous avez les deux méthodes pour ceux qui ont une scie à format, ceux qui ne l'ont pas. Alors, petit détail, quand on utilise le guide parallèle pour faire ce genre de coupe au niveau du débitage, il est toujours plus intéressant de mettre le guide parallèle
au milieu de la lame. Comme ça vous permet d'avancer, rester parallèle tout le long de la coupe, mais quand vous arrivez au bout, étant donné que le bois est encore brut et qu'il peut travailler, il est libéré en sortie de lame en ayant une coupe tout à fait parallèle. Donc voilà, ça c'était pour la petite astuce. On va débuter tout ça et puis on vous reprend après. Ça, si tu dégauchis ça, le problème c'est que si tu dégauchis ça, après tu dois prendre cette face-là de référence pour refendre. Donc tu vas le conserver. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dégauchir la face en dessous, enfin, mettre le champ d'équerre en dessous, comme ça après quand tu vas refendre, ça part. Il faut toujours regarder les planches avant de les passer, comment est-ce que tu fais? Donc nous voilà arrivés à l'étape du traçage. Alors le traçage, c'est une étape pour moi qui est à 80% la réussite du projet.
il faut prendre le temps de tracer correctement, le plus précisément possible, quitte à recommencer plusieurs fois si on n'est pas content de son trait. Le trait est trop gros, trop fin, on n'est pas certain. On a fait une petite erreur, puis on le hachure pour être sûr de... Vaut mieux le gommer et repartir sur des bons traits. Alors, nous, comment est-ce qu'on procède? On a plusieurs méthodes. Donc, on a soit le trusquin pour tracer tout ce qui est mortaise et tenon. On a aussi la sauterelle ou la fausse équerre pour reporter les angles quand on a des faux angles. Et alors on utilise aussi beaucoup cette équerre d'ajusteur qui permet en fait de faire coulisser l'équerre et on l'utilise finalement comme un trusquin, c'est-à-dire qu'on vient régler la distance nécessaire entre notre traçage d'un côté et de l'autre et on vient mettre notre crayon et on vient faire coulisser tout simplement notre crayon le long de l'équerre. Ensuite, quelque chose de très important, c'est de récupérer des chutes des pièces de bois qu'on doit assembler entre elles. Voilà, ici on va faire des tenons débordants, donc on va utiliser des chutes de montant et de traverse et on va venir les aligner et sentir un affleurement parfait au bout des tenons. Et puis seulement on vient mettre l'équerre contre pour vérifier qu'on a très parfaitement d'équerre et on vient tracer sur notre pièce. Donc on ne retire pas la pièce, utiliser l'équerre, on vient tracer le long de la pièce. Certaines personnes demandent au niveau de la précision ce à quoi il faut veiller. Si vous avez tracé la pièce, automatiquement le trait doit rester apparent au niveau de votre coupe, puisque vous avez rajouté un trait qui est plus loin que l'épaisseur de votre pièce. Donc quand vous allez faire l'arasement de votre tenon ou de votre mortaise, automatiquement le trait doit rester apparent. S'il n'est pas apparent, ça veut dire que vous êtes trop loin déjà. Si par contre vous tracez comme ceci avec l'équerre, le trait doit disparaître, puisque vous avez ajouté un trait plus loin que la pièce. Donc c'est tous des petits détails, mais qui font que vous avez 1 mm ou 1 demi-millimètre de plus ou 1 demi-millimètre de moins de part et d'autre, ce qui peut vite, en faisant le cumul des erreurs, 1 mm ou 2. Et alors quand on rentre dans des angles, donc ici c'est une table justement, on s'est un petit peu creusé la tête pour faire quelque chose d'un petit peu intéressant à fabriquer. Donc voilà. Alors au niveau des crayons, vous avez évidemment, je n'ai pas le mien, t'en as un toi Louis, vous avez les fameux pic à draille, voilà, les fameux pic à draille qui sont comme ceci, vous avez un taille crayon qui fonctionne avec. Alors nous ce qu'on a fait c'est des petites boîtes comme ceci, avec du papier verré à l'intérieur, avec un biseau de, je pense que ça doit être une histoire de 30 degrés ou quelque chose, je ne me souviens plus exactement. Et alors vous venez tenir votre crayon d'aplomb et vous venez le frotter dessus. Comme ça vous avez une pointe vraiment biseautée d'un seul côté. Ça veut dire que quand vous inclinez votre crayon, vous avez un trait parfait. Je vois certains qui travaillent avec des tranchets, etc. Ok, c'est parfait. Moi, je ne suis pas ébéniste d'art. Ceux qui travaillent avec des tranchets, honnêtement, c'est les gens qui font de la marqueterie et ce genre de choses. Un crayon ou un bon crayon comme ceci, c'est largement suffisant. Ces crayons-ci, pareil, vous les taillez et vous avez vraiment une mine aussi fine qu'un cutter. Donc, c'est vraiment nickel. D'accord ? Donc ça, c'est les petites astuces, on va dire, pour le traçage. Donc nous, on va continuer le traçage des tenons des mortaises. On va filmer un petit peu ça. Vous avez les plans, donc vous pourrez jeter un œil. Toutes les cotes sont à chaque fois notées, donc en partie basse jusqu'à la base de la mortaise, du tenon, etc. Il suffit de reporter sur toutes vos pièces qui ont été coupées à mesure et vous pouvez assembler. Alors moi, à ce stade-ci, je ne me laisse plus de gras. Donc c'est-à-dire que certaines personnes font leur montant et leur traverse avec 1 cm de plus pour que quand c'est une fois assemblé, ils peuvent recouper, etc. Moi, je me base sur mes plans et je m'applique au niveau du traçage. Donc à partir du moment où je suis appliqué au niveau de mon traçage, normalement je n'ai pas à me tracasser après de réajuster ou autre. Moi ce que je peux vous conseiller ici sur la table, c'est la traverse basse, de la faire pile poil, donc pile poil à mesure, faire vos tenons tels qu'ils doivent être faits, débordant ou non. Donc ici nous on les fait débordant pour amener un côté esthétique d'avoir la fibre du bois, le champ du bois en sortie des pieds de table. Mais si vous voulez les faire à l'intérieur, ça c'est votre problème. Et celle du dessus, par contre, là on se laisse un petit peu de marge. Pourquoi ? Parce que si votre assemblage n'est pas parfait en partie basse, vous savez encore jouer sur la traverse haute. Voilà. Est-ce que tu penses que j'ai encore d'autres choses à ajouter, Louis ? Pas pour le traçage. Ok, François. Non ? Voilà, donc on va continuer notre traçage et puis...
repérer où il faut couper pour pas qu'il se trompe. Oui, ben oui, c'est ça. C'est important. Tout à fait. Donc pour les traçages, évidemment, toujours, quand vous avez fait votre trait, si cette partie-là qui part, vous hachure. Tu l'as déjà fait sur un... Et ben voilà. Donc ici, par exemple, on sait que c'est la partie bleue qui s'en va. Donc toutes les parties qui s'en vont, moi je les hachure ou je les marque. Louis, lui, fait des traits de couleur. Voilà, chacun sa méthode. Moi, j'hachure. J'hachure toutes les parties qui partent, je les hachure. Toutes les parties qui restent, il ne doit rien y avoir. Ça, c'est important quand vous allez vous retrouver au niveau des machines pour pouvoir savoir la partie qui reste, la partie qui part. Sur toutes les pièces, ça, c'est important à faire, mais peu importe que ce soit pour ce travail-là ou pour d'autres. Toujours hachurer les parties qui partent. D'accord ? Voilà. C'était tout. Enfin, c'était le dernier truc pareil. Allez, donc on continue notre traçage et puis je vous reprends après. Alors, nous voilà arrivés au stade de découpe des tenons en biais, donc angle de 5 degrés. Donc là, il y a deux possibilités, enfin il y en a même plusieurs. Soit vous faites vos tenons, donc les tenons ici sont tracés. Hein, on doit obtenir ce tenon, d'accord ? Je dois encore faire la petite ici, le petit renfort d'épaulement sur le dessus, mais il y a plusieurs possibilités. Donc comme j'ai dit, j'aimerais bien essayer de faire cette table-ci avec de l'électroportatif pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut se débrouiller sans être outillé d'une manière professionnelle. Ici, moi j'ai opté pour la scie à onglet. Je sais régler en fait la profondeur de passe. Donc ici, elle ne vient pas jusqu'en bas pour couper la planche complètement. Pour pouvoir faire ce genre de choses et donc arriver à déterminer une certaine hauteur, vous allez devoir mettre des cales d'épaisseur derrière parce que étant donné que la lame est courbe, vous n'allez pas arriver à aller tout au bout de votre coupe et donc vous allez avoir un creux dans votre tenon. Donc il faut bien penser à mettre des cales d'épaisseur sur l'arrière entre votre guide, bien parallèle évidemment. Et alors dans ce cas-là, vous avez quelque chose de parfaitement plan et sans courbe tout le long. Donc vous réglez votre profondeur, vous faites un trait et puis après vous faites plusieurs traits. Je vais vous montrer. Ça c'est une possibilité. Deuxième possibilité, vous prenez une scie circulaire, vous mettez un rail sur votre trait. Et puis pareil, vous faites plusieurs traits de scie pour pouvoir faire votre tenon, vous retournez votre pièce et c'est parti. Dernière possibilité, évidemment, c'est à la scie à main. Voilà, tout simplement. Toutes les personnes qui sont outillées, évidemment, peuvent le faire à la toupie, peuvent le faire à la scie à format. On peut aussi le faire à la scie à ruban. La seule difficulté avec la scie à ruban, c'est que comme on a un angle de 5 degrés, si vous faites un tout droit, il faut vous arrêter sur la partie la plus courte. Sinon, vous avez fait un trait de scie sur le bas de votre traverse. Donc voilà, je vais faire les tenons ici et puis je vous reprends après pour les mortaises. Voilà, donc on a un arasement ici, parfait. Alors, l'autre côté du tenon, c'est bon? C'est en ordre chez toi?
t'en parles, t'en fous, toi. François, il s'en fout, lui. Ah ouais. Alors ici, on va vous mettre un floki, un floppy, un flico, un flippo, un floppy, bon, enfin bref, une pièce de rechange, un rapiessage. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un floki? Ben parce que c'est pour réparer les bêtises. Voilà. Hein? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un floki? Eh ben c'est pour réparer les bêtises. C'est pas comme ça qu'on dit, Louis? Un flippo. Ah, un filippo, toi tu disais. Eh bien en Belgique on dit une greffe. En Belgique on dit une greffe. Alors comme Floki ne comprend jamais ce qu'on dit, ben, nous on a traduit le flippo de Mamias par le Floki. Et le Floki il sert à quoi? À réparer les conneries des autres. Voilà. Merci qui? Merci Floki. Donc nous voilà arrivés à l'assemblage du plateau avec les pieds de la table. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis un peu plus de temps et qui suivent assidûment, ils ont remarqué qu'on avait présenté l'assemblage qu'on avait nommé
le trait de Jupiter, d'accord? Donc ce n'est rien d'autre en fait qu'un trait de Jupiter avec deux accroches sur la partie haute ou basse en fait du trait de Jupiter, d'accord? Qui vient s'emboîter dans deux logements qui ont été créés dans le plateau de table avec un biseau à gauche et un biseau à droite pour permettre en fait justement au trait de Jupiter de venir s'emboîter dedans. Donc une fois qu'il est emboîté, je ne sais pas si tu as pu montrer, donc ici les gorges biseautées vers l'intérieur pour permettre en fait à l'accroche ici de venir s'emboîter dedans et coulisser, et on a la même chose de ce côté-ci pour venir l'emboîter. Donc nous, pour le bien de la livraison et être certain qu'on ne casse pas ces accroches, on va les coller, d'accord? Mais comme ça, vous avez vu le principe et comment est-ce qu'on l'a réalisé. Vous allez pouvoir constater que vous avez un assemblage quand même de qualité et hors du commun que vous ne trouverez probablement dans aucune table du commerce. Donc ça, c'est aussi un petit plaisir, un petit clin d'œil par rapport à cette table et ce jeu qu'on propose. Donc ici, on vient l'emboîter dedans. Une fois que c'est fait, on vient les accrocher, d'accord? Là, maintenant, je tire, elle est vraiment bien dedans. Je viens mettre mes deux clés dans mon assemblage, d'accord? Et l'assemblage est parfaitement serré. Je ne vais pas le bloquer définitivement puisque je dois mettre de la colle, mais comme ça, vous avez vu le principe, d'accord? Une fois qu'il va être bloqué, hop, vous voyez déjà, il y a déjà plus de mouvement quasiment dans l'assemblage. Donc moi, ici, je vais le coller pour le bien de la livraison, parce qu'on aurait peur que les personnes qui viendraient à essayer de l'assembler cassent l'accroche, parce que celle-ci est un petit peu plus fragile que celle-là, donc on va les coller pour le bien de la vidéo. Donc je fais ça, et je vous montre la suite de l'assemblage du pied. Donc bien emboîté, collé, hop, je viens mettre mes petites clés et je prends voilà, hop, donc là, vous voyez l'assemblage est parfaitement, là une fois qu'il est serré, comme vous pouvez remarquer, il n'y a vraiment plus de mouvement dans l'assemblage. Okay, je vais procéder de la même manière de l'autre côté de la table. Et une fois que ça c'est fait, on vous montre comment installer les pieds. Okay, allez, je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, donc le principe des traits de Jupiter assemblés dans le plateau de table est fait. Maintenant, on va installer les deux pieds. Donc, le principe est très simple. Il y a une queue d'aronde dans le pied, de part et d'autre pour tenir la traverse intermédiaire, en tout cas la traverse basse. Alors, on a mis deux numéros dedans. Donc, numéro 2 sur le trait de Jupiter 2 et numéro 1 pour l'autre pied. Comme ça, celui qui gagnera la table, quand il devra assembler les pieds, il ne saurait pas se tromper puisque les pieds sont inversés. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un angle de 10 degrés ici et un angle à 90 degrés ou à 90 degrés pour les Français, enfin surtout pour Floki. De l'autre côté, ok? Donc, je retourne, je vérifie évidemment que ma queue d'aronde est bien vers l'intérieur de la table, puisque évidemment, si je le mets comme ceci, je ne saurais pas assembler ma traverse, ok? Et alors, on a ce défonçage ici pour venir l'emboîter parfaitement avec les deux petites encoches dans le trait de Jupiter, ok? Alors, je vais venir l'emboîter. Voilà. Alors, ici, il est dedans. Je fais pareil avec le second. Voilà. Voilà. Une fois qu'ils sont insérés comme ceci, alors certains vont être déçus, je n'en doute pas, on a juste vissé les deux pieds dans les traits de Jupiter. Pourquoi est-ce qu'on les a vissés ?
pour des facilités de livraison et des facilités de montage pour la personne qui va la réceptionner. Vous imaginez bien que si on avait fait un assemblage d'accroche ou autre, à la livraison, ça allait casser ou ça allait être des difficultés pour la personne qui allait la recevoir. Donc on s'est dit, on va se faciliter la tâche et faciliter la tâche pour pouvoir livrer la table. Pardon. Donc on va vous la livrer avec les 2 pieds séparés, la traverse basse et le plateau de table. Sinon, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué et beaucoup plus de volume au niveau de la livraison. Donc je vous montre ça, je visse ça, je mets la traverse et je vous montre le résultat fini. Ok. Donc voilà, les 2 pieds sont installés. Maintenant, je vais venir y installer la traverse basse qui, elle, est donc réalisée et insérée par queue d'aronde. Donc on a une queue d'aronde ici de ce côté-ci qui va venir s'emboîter dans la queue d'aronde femelle qui est dans les 2 pieds. Donc on a pareil, la queue d'aronde de l'autre côté. Okay. Donc je vais venir la glisser en partie basse. Hop. Voilà. Et voilà, donc la table est totalement assemblée et maintenant on va pouvoir la retourner, la mettre sur ses pieds. Donc j'espère que vous avez compris le principe d'assemblage et la manière dont la table sera livrée, donc c'est-à-dire le plateau, les 2 pieds séparés et la traverse basse de la table. Donc on va la retourner et on vous montre ça fini. Donc là tu peux. Hop. Voilà. Alors on va retirer. Donc voilà le résultat final. Donc la table est assemblée, la table est terminée, prête à livrer. Donc je vous souhaite bonne merde, comme on dit, pour le gain de cette table. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le style de la table et la manière dont les pieds et le plateau a été assemblé. J'espère que ça vous aura aussi inspiré peut-être pour modifier certaines choses, par exemple faire 2 pieds avec des angles différents. Enfin voilà, donc vous avez tout les armes en main, je dirais bien, pour vous lancer dans ce type de projet, avec éventuellement des modifications d'assemblage si vous le souhaitez. Donc nous, on a pris énormément de plaisir à faire cette table. On s'est fixé un challenge avec les assemblages très jupilaires et puis après on a fait les tenons débordants avec les mi-bois et ce genre de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bien vite pour d'autres projets. À bientôt!